Eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Merci d'être présents à l'Académie du climat, que nous remercions pour son accueil pour la 4e année consécutive, ainsi que la ville de Paris, pour célébrer, comme chaque année, la Journée internationale des forêts. Alors, il y a plein d'événements partout en France, que ce soit dans l'Hexagone ou en métropole, organisés par l'ONF. Et écoutez, je vous invite à découvrir le programme sur notre site internet ou ce qui se passera à l'Académie pour les 2 prochains jours avec le programme qui se trouve à l'entrée. En tout cas, on est très content de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence qui sera animée par Vincent Hédin, qui va nous parler avec ses invités des services gagnants pour nous et pour la forêt. Alors, l'ONF, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est l'Office national des forêts, donc, qui s'occupe de gérer les forêts publiques françaises, qui représentent à peu près 25% de la forêt en France, sachant que 75% de la forêt est privée. La forêt en France, c'est 1/3 du territoire, d'hommes compris. Donc c'est une grosse surface de notre territoire qui subit aujourd'hui les effets du changement climatique, hein, ça ne vous aura pas échappé. On parle de dépérissement, on parle de parasites, de sécheresse. Voilà. Donc elles aussi sont des éléments vulnérables de notre écosystème. Et donc le rôle des forestiers, c'est de voir comment on peut les adapter au mieux pour continuer à les préserver et à faire en sorte qu'elles nous rendent tous les services qu'elles nous rendent déjà aujourd'hui et qu'elles aient un avenir pour nous et pour toute la planète. Voilà, sans tarder, je vais laisser la place à Vincent. Et puis, je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes quand même très nombreux pour un vendredi soir, alors qu'il fait enfin un temps à aller boire l'apéro. Alors, je vais vous présenter d'abord nos invités. Alors, à l'extrême court, en scène de théâtre, parce que sinon il serait à l'extrême droite et personne n'a envie de l'être en ce moment quand on parle d'écologie. C'est Jonathan Langlais, vous êtes chercheur associé à l'UMR Silva, donc c'est à Nancy, et c'est un labo qui est avec AgroParisTech. À vos côtés, Christine Deleuze, experte carbone à l'ONF, et à mes côtés, Thierry Coquelin, vous êtes à l'UICN, qui est l'acronyme de International de conservation de la nature. Évidemment, il me manque le U, mais ça va. Union. Voilà. Et vous êtes prof émérite à l'université d'Aix-Marseille, et vous êtes venu avec nous pour cette conférence. Donc, dans un premier temps, elle s'appelait « Quel service écosystémique pour la forêt ?» Donc on comprenait bien que les deux se rendaient des services. Elle a été rebaptisée « Service gagnant ». Au tennis, quand on fait un service gagnant, l'autre ne renvoie pas la balle, et donc il n'y en a qu'un des deux qui est profitable. On va voir si c'est désormais la nouvelle configuration de la forêt. Je voudrais commencer avec vous, Christine, peut-être qu'on fasse de la pédagogie hyper basique pour commencer. On nous dit souvent que la forêt, elle rend des services à l'humanité, parce que ce serait le poumon de la planète. C'est souvent comme ça qu'on désigne l'Amazonie. On va essayer de se focaliser sur la France, mais en gros, ce qu'on comprend, c'est que grâce à elle, on peut respirer, parce qu'elle serait un puits de carbone. Mais si on reste vraiment sur une pure logique de services rendus et compensés, il semblerait qu'aujourd'hui, on lui prenne de plus en plus et elle nous rend de moins en moins. Ça, c'est l'impression dominante qu'il y a dans le grand débat. Donc, est-ce que vous pourriez nous faire un peu de pédagogie en nous expliquant ce qui se passe par rapport au carbone? Est-ce que toutes les forêts sont des puits de carbone, en définissant ce qu'est un puits de carbone, et puis la situation actuelle? Voilà. Bon, j'essaie de tout retenir et puis sinon sinon je vous relance, c'est promis. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc de la pédagogie, oui, je pense que c'est vraiment important ce que vous venez de dire sur le fait que déjà les forêts, elles fournissent de l'oxygène. C'est quand même un service essentiel. Et effectivement, en même temps qu'elles permettent d'absorber du carbone, c'est vraiment le processus de la photosynthèse. Alors, je pense qu'on l'a tous appris en fait quand on était au collège. Ce processus, il est magique en fait parce que c'est en utilisant l'énergie du soleil, donc c'est naturel, en utilisant l'énergie du soleil, on va capter des molécules de CO2 dans l'atmosphère, on va réussir à utiliser cette énergie pour séparer le carbone et l'oxygène. L'oxygène, justement, est renvoyé et on en a besoin pour respirer. Et le carbone, lui, il est fixé. Il est mis en molécules longues, compliquées, qui vont être les molécules de constitution du bois. Alors, une partie du carbone est utilisée par l'arbre pour sa respiration, etc. Mais finalement, une grande partie est gardée
et va venir tout doucement se mettre dans les parties du bois, les parties durables de l'arbre. Et donc, c'est dans ce processus-là qu'on a une captation et séquestration de carbone dans la forêt. Et donc, en fait, ce qu'on appelle le puits de carbone, c'est le fait que la quantité de carbone dans ces bois, dans ces arbres, augmente. Et ça, c'est très important, en fait. Je vais rester 2 secondes sur ce concept-là, parce que, en fait, on a entendu les forêts s'effondrent, et c'est le puits qui s'effondre, c'est juste l'accroissement qui a diminué. Et quelque part, aujourd'hui, on a encore un puits forestier, on a encore un accroissement de la quantité de carbone qui, tout doucement augmente dans les forêts. Donc ça, c'est très important. Et donc, première question que vous m'avez posée, est-ce qu'elles sont toutes pareilles, les forêts? Pas du tout. On a des magnifiques forêts en Guyane, à peu près, un peu moins de surface, mais quand même, une grande surface quand même en Guyane, avec en tout cas la même quantité de stock de CO2 en Guyane qu'en métropole. Donc c'est des forêts très colossales. Et en fait, ces forêts, elles sont naturelles à l'équilibre. C'est-à-dire que ce ne sont pas des puits, en fait. On a un équilibre. Il y a certaines années, c'est des puits, certaines années, c'est des sources. Il y a un équilibre entre la mortalité et la croissance. Donc c'est des forêts qui ne font pas de puits et qui sont avec plein d'autres services, et en particulier l'oxygène, mais ce n'est pas des puits. En métropole, en revanche, évidemment, vous en avez tous entendu parler, c'était extraordinaire ce puits forestier. Et alors évidemment, on en a beaucoup parlé parce que dans les années 2010-2015, c'était un puits très fort, puisque ça arrivait à compenser 15% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Donc c'est énorme. Et avec aussi le stockage dans les produits bois. En fait, il y a une prolongation du stockage dans les produits bois qu'on va garder dans notre environnement. Alors je trouve que cette pièce, elle est extraordinaire justement pour ça, parce qu'on voit tout le bois qui a été conservé ici, et je ne sais pas quelle date ce bâtiment, mais en tout cas on voit que c'est une conservation très longue, et c'est exactement ce dont on a besoin pour notre société, c'est de garder du bois autour de nous. Et chaque citoyen peut le faire, c'est-à-dire chaque citoyen peut utiliser du bois dans son environnement et le garder longtemps, ne pas le jeter, ne pas le mettre en déchetterie. Donc voilà pour ce service. Et quelque part, je pense que ce qui est important, c'est de le mettre en perspective historique, parce qu'on a beaucoup parlé l'année dernière, et en 2023 encore plus, de l'effondrement de ce puits. On a dit, oh là là, il est tombé. Il est tombé de moitié à peu près. Et il est tombé de moitié pourquoi? Parce que je vous dis, c'est un delta stock, et il est tombé de moitié parce qu'il y a eu, à cause des changements climatiques, une perte de stock très conséquente. On a eu 70 000 hectares partis en fumée avec les incendies de forêt. On a eu 600 000 hectares avec des très forts dépérissements pendant 4-5 années consécutives, et puis ça continue. Et ça, en fait, ça a expliqué à peu près la moitié de la chute du puits. Et puis l'autre moitié, personne ne la voit. Vous ne voyez pas pousser les arbres. En fait, vous vous promenez en forêt, vous les voyez d'une année sur l'autre, mais en fait, ils poussent. Ils ont une pousse lente, mais ils poussent. Et cette croissance a diminué de 4%. Donc ça, on ne le voit pas, mais 4%, ça fait la moitié d'effondrement du puits. Donc le puits, il a diminué de moitié, ok, mais la moitié de cette diminution, c'est les changements climatiques qui font baisser la croissance des arbres. Et donc, dernier point qui est important, c'est que sur le temps court, on voit cet effondrement parce que les changements climatiques, vraiment, sont une vraie difficulté aujourd'hui pour les forêts, il faut qu'on les adapte. Mais quelque part, le fait qu'on ait un puits, c'est aussi le fait qu'on a un historique de la forêt qui explique une progression du stock. Parce qu'en fait, au XIXe siècle, au moment du démarrage de la période industrielle, on avait le minimum forestier. Donc ça, je ne sais pas si vous le savez dans la salle, mais à cette époque-là, autour de 1840, on avait la moitié moins de surface. On n'avait que la moitié des surfaces qui sont aujourd'hui en forêt, qui étaient en forêt à l'époque. Pourquoi ? Parce que pour nourrir la population, on avait besoin de surface. Et chaque fois qu'on avait plus d'habitants, on était obligé d'avoir plus de surface qu'on allait gagner sur la forêt. Donc on avait une diminution, depuis des millénaires, on avait une diminution des surfaces forestières pour nourrir la population. Et à partir de 1840, arrive l'ère industrielle qui va changer la donne, surtout pour les sols agricoles, qui va permettre que ces sols soient plus de rendement, et ça va permettre à la forêt de recoloniser. Et depuis cette époque, on a un doublement de la surface
on a un triplement du volume, et bien plus, sur les surfaces qui étaient déjà forêts, le volume a été multiplié par 5. Donc on a, parce que le temps forestier est long, et donc on a un stock qui s'est augmenté. Aujourd'hui, le changement climatique nous rattrape, et donc on voit que cet accroissement de stock commence à saturer. Et donc, quelque part, c'est normal. Ça arrive plus vite à cause des changements climatiques, mais c'est normal. En fait, c'était prévisible. Il n'y a pas eu de changement dans la politique industrielle de la France depuis 2015 qui expliquerait ce dépérissement. Le dépérissement, je vous ai dit, la moitié, c'est les dépérissements. Enfin, cette chute du puits, c'est la moitié, c'est les dépérissements. L'autre moitié, c'est la chute de la croissance. C'était prévisible, on le savait que ça allait saturer. Par contre, ce qui n'était absolument pas prévisible, c'est la rapidité à laquelle ça arrive. Parce que le temps forestier nous indiquait plutôt que ça allait saturer peut-être dans 100 ans. Donc là, ça ne saturera pas dans 2 ans, mais ça va mettre quelques dizaines d'années. Mais c'est quand même... Je vois que ça provoque des réactions contrastées, mais moi je trouve que c'est pas une nouvelle si hilarante que ça, mais je vais voir avec vous Thierry. Donc bon, première bonne nouvelle quand même de la soirée, il y a 2 fois plus de forêts qu'il y a un siècle et demi. Alors elles entretiennent, elles stockent moins le carbone, mais elles font beaucoup de choses, notamment grâce à leur sol et grâce à la biodiversité qui y règne, qui est beaucoup plus grande que dans les champs. Oui, tout à fait. Et alors une petite précision, cette augmentation des superficies forestières, donc le doublement, donc en pratiquement 200 ans, on est passé de 8,5 millions d'hectares pour la France métropolitaine à un peu plus de 17 millions. C'est bien sûr un petit peu des reboisements qui ont été effectués à la fin du 19e siècle et puis après des années 50. On parle souvent des reboisements par des conifères, etc., etc. Mais l'essentiel de cette augmentation des superficies forestières, elle est liée à la déprise agricole et pastorale, c'est-à-dire à l'abandon des milieux et à la forêt qui regagne sur des milieux à hauteur peut-être, c'est énorme, hein, ça peut faire jusqu'à 60 000 à 70 000 hectares par an. Alors est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce qu'il faut laisser des milieux ouverts ou pas? Mais on va en venir au sol. Du coup, oui, un autre service, quand on parle de forêt, il faut, et c'est de plus en plus dans les esprits, et c'est une bonne chose, parler du sol. Souvent, moi, quand on me demande qu'est-ce que c'est qu'une forêt, je dis c'est un sol sur lequel il y a des arbres. Parce que, si vous voulez, les forêts ont permis de maintenir donc des sols d'une façon relativement importante, alors qu'évidemment, dans tous les milieux qui ont été cultivés, eh bien, le sol a été modifié, quelquefois pollué, même souvent pollué, labouré, et a perdu une biodiversité relativement importante. Or, dans les forêts, eh bien, on voit que, parce que la forêt, c'est un milieu un peu confiné, qu'il y a un fonctionnement particulier avec des feuilles, de la litière qui tombe au sol tous les ans, etc., eh bien, on a préservé des sols. Et à ce niveau-là, c'est fondamental. Pourquoi? À 2 niveaux. D'abord parce que quand on regarde, on parlait des stocks de carbone. Donc le carbone s'est accumulé dans la végétation, mais le carbone, il s'accumule aussi dans les sols. Un sol, c'est quelque chose dans lequel il y a de la matière organique, et le carbone, c'est une partie de cette matière organique. Et en fait, sans être trop technique, à l'échelle mondiale, dans la végétation, vous avez à peu près 600 milliards de tonnes de carbone à l'échelle mondiale dans la végétation, et vous en avez plus de 2000 dans les sols. Donc les sols conservent une quantité très importante de ce carbone. Sachant que, évidemment, les sols sont aussi, dans certains cas, des puits de carbone. Vous voyez ça, il y a des études très récentes qui montrent qu'on a certainement sous-estimé l'importance du sol comme puits de carbone, mais c'est tout à fait lié avec le puits de carbone que représente la végétation. Parce que, comme on le disait il y a un instant, quand vous avez des feuilles, des arbres qui tombent au sol, ces feuilles se décomposent, une partie de ces feuilles vont donner de l'humus, et l'humus, c'est de la matière organique qui va enrichir le sol. Alors, sans être très polémique, après, il y a certainement des activités sylvicoles
qui vont plus ou moins faire diminuer ça. Et alors, deuxième chose, donc premièrement, le sol, une réserve de carbone importante et un puits de carbone, et deuxièmement, une réserve de biodiversité tout à fait extraordinaire. À l'échelle mondiale, on considère maintenant que la biodiversité mondiale, eh bien, à 70-80%, c'est de la biodiversité que l'on trouve dans les sols. Et alors, ce n'est pas forcément des espèces très emblématiques. Nous, on connaît, quand on parle de biodiversité, on va penser aux koalas, on va penser aux baleines, etc. Mais les sols, c'est l'essentiel de la biodiversité, avec des chiffres qui dépassent complètement l'entendement. Nous, on travaille depuis très longtemps sur ces aspects-là. Par exemple, je vais dans un sol, allez, on va aller en Haute-Provence, dans une forêt de chênes de Haute-Provence, une jolie forêt, mais pas exceptionnelle. Vous faites un carré d'1 mètre sur 1 mètre, et puis là, vous allez prélever tous les petits organismes qui sont dans ce sol. Vous allez par exemple prélever des colamboles, qui sont des sortes de petits insectes, donc à 6 pattes. Combien vous allez en trouver dans 1 mètre carré de sol, sur peut-être 20 cm de profondeur? Vous allez en trouver 200 000, 300 000. Et oui. Et donc, ça vous en fait à peu près 2 milliards, 1 ou 2 milliards par hectare. Pareil pour des acariens. On n'aime pas trop les acariens. On se dit allergie, etc. Les acariens, c'est pareil. C'est 2-3 milliards par hectare de forêt. Les vers de terre, vous prenez tous les vers de terre. Alors, ils ne sont pas dans tous les sols, les vers de terre, mais ils sont dans certains sols. En plus, ils jouent un rôle très important pour retourner le sol. Vous prenez 1 hectare de forêt, vous allez récupérer jusqu'à 2-3 tonnes de vers de terre. Encore plus impressionnant, les bactéries. Alors, parce que c'est aussi une partie de la biodiversité. Vous prenez une petite cuillère de sol, voilà, je prends ça là, voilà, ici, mais dans ma main, c'est un peu du sol. Combien de bactéries? 1 milliard. Là, dedans. 1 milliard de bactéries. Les champignons, vous savez, c'est des filaments très fins. Dans mon mètre carré de sol, je vais avoir à peu près 10 000 km de filaments de champignons. Donc c'est des chiffres qui nous dépassent. Et alors ce qui est important à dire, c'est que toute cette biodiversité qu'on a dans les sols, et qu'il faut absolument réussir à maintenir, parce qu'avec le changement climatique, ça peut poser un certain nombre de problèmes, et bien toute cette biodiversité, elle n'est pas là uniquement pour faire joli. Bien sûr, il y a toute une biodiversité avec une diversité d'organismes. Et là encore, il y a un paradoxe énorme, c'est qu'on la connaît très mal. On connaît combien il y a d'étoiles dans telle ou telle galaxie, mais on ne sait pas exactement, on ne connaît pas toutes les espèces que l'on a dans nos sols. Elles n'ont pas encore été décrites. Et donc, bien sûr, c'est une biodiversité pour elle-même, mais toutes ces petites bébêtes, elles servent à quelque chose. Elles ont un rôle fonctionnel évident dans le fonctionnement de l'écosystème, la façon dont le sol, dont tout l'écosystème va fonctionner. Par exemple, les colamboles, eh bien, ça va décomposer les feuilles en petits éléments, ça va préparer la formation de l'humus, ça va remettre à disposition des éléments minéraux qui vont pouvoir être captés ensuite par les végétaux, etc., par les arbres. Et puis je ne parle pas, parce que j'ai déjà été trop long, je ne parle pas non plus de tous les champignons, les mycorhizes qui sont en association. Alors, moi j'aurais juste voulu que vous alliez dans les airs, parce que vous avez fait découvrir l'incroyable diversité qu'il y a au sol, mais on sait depuis 1962, et le livre Printemps silencieux de Rachel Carson, que l'agriculture moderne a éradiqué 90% des populations d'oiseaux dans les champs. Est-ce qu'il y en a certains qui ont pu se protéger et migrer vers la forêt? Oui, là c'est tout à fait intéressant. Bien sûr, il y a aussi, certes, bon, ça dépend des forêts, mais on peut aussi avoir en forêt toute une faune, et notamment une avifaune d'oiseaux, tout à fait intéressant, avec des espèces très, très rares, comme le pic noir. Et puis il faut penser aussi aux chiroptères. Les chiroptères, vous savez ce que c'est les chauves-souris. Et il y a beaucoup de chauves-souris qui sont des espèces qui vivent dans les arbres. Et à ce niveau-là, du coup, avec votre question, on peut évoquer le fait que tous ces oiseaux, par exemple, les chauves-souris que l'on trouve en forêt, eh bien, elles vont profiter notamment des arbres morts sur pied, essentiellement, dans lesquels elles vont pouvoir nicher, etc. Et donc, voilà. Il faut comprendre que,
et là ce serait un autre débat de ces forêts, que c'est tout à fait important dans une forêt de pouvoir avoir des arbres morts sur pied, des arbres morts au sol, etc. Toute une diversité de ce qu'on appelle des niches écologiques qui vont permettre à toute cette flore et à tous ces animaux de se développer en forêt. Donc là aussi, on a cette idée de forêt comme réservoir de biodiversité. Un dernier mot, c'est que si la biodiversité renaît autant en forêt, c'est qu'elles sont très majoritairement préservées de l'épandage intensif de pesticides agressifs comme dans les champs. Et surtout, il y a eu une grande révélation de consortium international des journalistes d'investigation sur les PFAS, donc les fameux polluants éternels qu'on retrouve partout, nous disent-ils, dans l'air, l'eau, le sol. Mais vous me dites qu'il y en a beaucoup moins dans les forêts, donc c'est peut-être... Les PFAS, j'en sais rien s'il y en a moins en forêt, mais je suis sûr que si on va les chercher, on en trouvera. Ça, c'est évident. Mais bon... parce que quand on s'était appelé, vous m'aviez dit qu'il y en avait moins en forêt, notamment dans les forêts anciennes. Donc moi, j'avais une idée on allait enfin tous pouvoir se sauver. Il suffisait de mettre toute la France dans les forêts et ça allait bien, quoi. Oui. Non, bon, j'étais trop enthousiaste. Non, ouais. Ah, ouais. Enfin, qu'il y ait moins de polluants, qu'il y ait moins de polluants, ça c'est tout à fait évident, qu'il y ait moins de pesticides, etc. Et puis, de toute façon, il y a quand même et l'ONF est en première ligne, tout un ensemble justement de préconisations de sylviculture qui sont là, qui sont faites pour justement protéger cette biodiversité. La biodiversité notamment au niveau du sol, par exemple ne pas tasser d'une façon trop importante le sol avec des engins lourds, faire ce qu'on appelle des cloisonnements qui permettent de passer dans des endroits particuliers pour ne pas passer dans l'ensemble de la forêt, etc., etc. Tout ça est maintenant vraiment pris en compte d'une façon importante. Voilà. On va clôturer ce premier tour de table avec vous, Jonathan. Entre-temps, Christine, j'ai eu la réponse. D'après la plaque, le bâtiment date de 1867. Donc on voit que 160 ans après, il tient encore plutôt pas mal, alors que la moyenne des bâtiments en béton qui ont été construits dans les années 2000, c'est de 38 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc bon, on voit que le bois est un matériau très robuste. Alors justement, Jonathan, est-ce que du coup, ça veut dire qu'il faut faire beaucoup de prélèvements de bois pour faire du bois construction dans les forêts? Voilà. Vous allez arriver tout de suite sur les questions qui fâchent, avec comment est-ce qu'au fond, on articule un dialogue avec les élus et les habitants des forêts pour savoir quel meilleur usage on doit faire des services que peut nous procurer la forêt. D'abord, faites-nous une petite fiche d'identité des forêts sur lesquelles vous évoluez au quotidien. Donc c'est celle de Langres et de Chaumont. Oui, merci Vincent, et puis merci à l'ONF aussi pour l'invitation. Alors on ne l'a pas dit en introduction, mais moi je ne suis pas un chercheur en blouse blanche, je suis géographe, donc plutôt sciences humaines, et par ailleurs je travaille au Parc national de Forêt, c'était la référence aux forêts du plateau de Langres. Donc on est à cheval entre la Côte d'Or et la Haute-Marne, et on est un établissement public qui a pour vocation première la préservation, la protection de la nature, et donc sous ses différentes formes, avec également un volet développement territorial. On pourrait illustrer avec des exemples pris de chez nous. Alors la question elle est très large et je ne répondrai pas à la question faut-il mobiliser plus de bois, parce que justement il ne faut pas être... je ne suis pas là pour être prescriptif ou avoir une vision déterministe de ce qu'il faudrait faire ou pas, surtout dans un contexte comme aujourd'hui qui est marqué par une incertitude qui est aujourd'hui tout à fait hors de contrôle, que ce soit très en amont au niveau de la forêt ou que ce soit dans l'usage qu'on fait des produits de cette forêt. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, parmi les choses qui m'intéressent, c'est effectivement d'articuler un petit peu les échelles et de regarder ce qui se fait au niveau territorial. Comment les acteurs forestiers, comment les transformateurs de bois, les élus, les usagers de la forêt aussi, se coordonnent plus ou moins bien, parfois en générant des conflits ou des controverses, parfois en générant de beaux projets aussi qui permettent de penser des alternatives et d'explorer un peu de nouveaux modes de gestion, de valorisation ou de faire commun. Alors je lâche le mot commun à dessein parce qu'on pourra justement en reparler un petit peu après avec plaisir. Et donc la question c'était de savoir... Oui, la fiche d'identité, dites-nous un peu sur quelle surface ça s'étend, quel type d'arbre on y retrouve et donc quels sont effectivement les principaux usages de la forêt actuellement. Alors pour parler du parc national de forêt, on est, comme je le disais, à cheval entre deux régions, le sud de la région Grand Est et le nord de la région Bourgogne-Franche-Comté, sur des milieux typiques des plateaux calcaires, avec des forêts
qui sont des forêts feuillues très majoritairement. Et d'ailleurs, c'était la raison même de la création et de l'existence de ce parc national, qui est dédié à la préservation, à la conservation des forêts feuillues de plaine. Donc on a un territoire qui est à plus de 50% forestier, ce qui est déjà significativement au-dessus de la moyenne nationale. Donc un territoire qui est marqué par une forte ruralité aussi, une très faible densité de population. On est à peu près à 11 habitants au kilomètre carré, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec la densité qu'on peut connaître à Paris, par exemple. Donc on a beaucoup d'arbres, très peu de personnes. On a des forêts, pour le coup, puisqu'on en parlait, des forêts qui sont qualifiées de forêts anciennes. Alors, une forêt ancienne, c'est une forêt dont on peut attester la présence sur des cartes d'état-major, par exemple, depuis au moins 200 ans. Ça ne veut pas dire que c'est des forêts avec des très vieux arbres, forcément. Par contre, le sol est forestier depuis très longtemps. Et ça change beaucoup la caractéristique du milieu. Mais il ne faut pas s'attendre à avoir des arbres de 2 mètres de diamètre, par exemple. Ce n'est pas nos forêts. Nous, on a plutôt des feuillus qui sont typiquement du chêne, du hêtre, ou d'autres essences comme le frêne, enfin, toute la diversité des feuillus qu'on peut retrouver dans le quart nord-est de la France, qui sont des forêts qui ont été aussi gérées depuis très longtemps, que ce soit parce que c'était des forêts publiques. Donc il y a quand même une part importante de ces forêts qui sont des forêts domaniales, donc qui sont la propriété et sous la gestion de l'ONF, des forêts qui appartiennent à l'État, des forêts des collectivités et de la forêt privée. Donc on retrouve un peu cet éventail-là. Et pour ce qui concerne le parc national de forêt, comme sa vocation est de protéger ces milieux forestiers, il bénéficie d'une réglementation particulière sur une zone qu'on appelle le cœur de parc national, qu'on va retrouver dans les 11 autres parcs nationaux français. Et c'est une zone qui est dite de protection forte, donc dans laquelle s'applique une réglementation particulière, que ce soit pour la gestion des milieux, pour la fréquentation, pour le bivouac, par exemple, si vous êtes en randonnée sur le territoire. Donc on protège ces milieux avec la réglementation la plus forte qui existe actuellement en France. Et pour notre territoire, on est sur un cœur de parc national qui s'étend sur plus de 56 000 hectares de forêt, donc une surface significative. Et parmi ces 56 000 hectares, il y a également la réserve intégrale forestière d'Arc-Châteauvillain, qui est la plus étendue des réserves forestières intégrales de France métropolitaine, c'est-à-dire une zone dans laquelle il n'y a plus d'intervention sylvicole. Il y a des actes de gestion, mais il n'y a plus d'intervention sylvicole, donc on ne coupe plus d'arbres. Et celle-là s'étend sur plus de 3000 hectares, donc c'est un véritable laboratoire pour aussi voir comment les forêts s'adaptent et souffrent également du changement climatique. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à la question qu'on entend déjà du public, qui est 3000 hectares, c'est rien sur 56 000. Alors, pour Paris, c'est déjà pas mal, mais non. Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre? Alors, c'est entendu, mais est-ce que quelqu'un peut répondre sur l'ordre de grandeur? Bah, allez-y, ouais. Alors, c'est rien. Disons que c'est déjà la plus grande qui existe. Après, c'est rien. On peut l'entendre dans le sens, il faudrait protéger plus largement l'ensemble des forêts, qu'elles soient sous statut de protection forte ou pas. Et je peux me tourner par exemple vers Christine. On ne peut pas dire que les forêts en France, et notamment les forêts publiques, mais également les forêts privées, soient globalement mal gérées. Donc, c'est une zone qui est certes restreinte, mais qui est aussi suffisamment grande pour pouvoir observer vraiment des processus écologiques sur le long terme qu'on ne peut pas observer ailleurs. Aujourd'hui, il n'y a pas de surface comparable en France métropolitaine qui soit protégée sur une telle surface. Et c'est déjà ça pour éclairer justement l'action et pour essayer de préserver au maximum, au moins en partie, ces milieux-là. Je ne sais pas si ça répond tout à fait, mais... Si. Tout à l'heure, vous avez employé le mot de renouveau des communs forestiers. L'an dernier, à votre place, il y avait l'historien Fabien Locher qui était revenu sur le fait que c'était quelque chose d'extrêmement vivace au Royaume-Uni et que la France avait peut-être un peu tardé à réactiver ce mode de gestion. En quoi il est vraiment différent et en quoi ça pourrait nous profiter pour celle dont vous vous occupez? Intéressant parce que l'Angleterre a été le premier des pays d'Europe à revenir sur justement les communaux au départ et l'intérêt qu'ils pouvaient avoir. Alors, puisque tu me tends la perche historique, on peut juste redire en 2 mots en quoi consistaient ces communs historiques et comment est-ce qu'aujourd'hui ils représentent finalement une manière de regarder les questions forestières un petit peu nouvelles ou en décalage par rapport à ce qu'on connaissait. En fait, les communaux, c'était une forme d'organisation de la propriété, historiquement, et notamment à l'époque féodale, qui conférait des droits d'usage à une partie de la population, notamment aux paysans, qui pouvaient aller utiliser
droit d'usage, les forêts qui étaient propriété des seigneurs, à la fois pour des besoins en chauffage, par exemple, mais aussi des besoins pour l'alimentation du bétail. C'est ce qu'on appelait le droit de package. Donc, on pouvait mettre les cochons, par exemple, pour se nourrir de glands dans les chênaies. Et donc ça, c'était des droits d'usage. Donc, les populations paysannes, en l'occurrence, avaient le droit d'avoir recours à un certain nombre de services rendus par la forêt, même si ce n'était pas une forêt qui leur appartenait. Donc, ils n'en détenaient pas la propriété, mais ils détenaient des droits d'usage sur la propriété d'autrui. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été formalisé au XIIIe siècle sous Henri III en Angleterre, justement, avec quelque chose qu'on appelait la Carta Foresta, la charte forestière. C'est intéressant parce que ça fait écho à des chartes forestières qu'on a aujourd'hui et qu'on développe en France, par exemple, et qui reconnaissait le droit aux populations, notamment les plus pauvres, de subvenir, de trouver des moyens de subsistance dans les forêts des seigneurs, même si ce n'était pas leur propriété. Ensuite, tout ça a un petit peu évolué, et avec l'arrivée des physiocrates, alors c'était un mouvement d'économistes en Grande-Bretagne qu'on pourrait qualifier de libéraux aujourd'hui. On est plutôt passé sur un autre registre où la propriété a pris le dessus sur les autres formes d'usage. Et c'est quelque chose qui s'est répandu en Europe et qui s'est répandu en France également, et qui a été consacré d'ailleurs au début du 19e avec le Code civil, qui consacre la propriété comme étant absolue. Le propriétaire détient l'usus, fructus, abusus, donc il peut faire ce qu'il veut de son bien, et il peut en restreindre l'accès également. Donc on a basculé dans une conception totalement différente de la propriété, qui finalement est assez récente, puisque début 19e, à l'échelle de la gestion de nos forêts, c'est relativement récent. Et on est passé sur un mode de gestion où la forêt était soit publique, donc en l'occurrence, elle appartenait à la nation, mais dans les faits, elle appartient à l'État qui personnifie la nation, soit elle est privée, et quelque part, on dépossède un petit peu les populations, à l'époque paysanne, mais en fait, aujourd'hui, les populations en général, d'avoir un droit sur cette forêt en particulier. Alors c'est intéressant parce qu'il y a des droits d'usage qui subsistent dans certaines forêts, comme l'affouage, par exemple, qui permet à certains habitants de communes d'aller faire leur bois de chauffage en partie dans les forêts de la commune, et également d'autres droits hérités comme dans les sections de communes. Alors c'est intéressant, c'est un vieil héritage aussi, où dans certaines communes, par exemple, qui ont fusionné, on a des hameaux qui se comportent comme des sections, avec des biens sectionnaux. Et parmi ces biens sectionnaux, alors c'était souvent à l'origine des zones de pâture, par exemple, où l'ensemble des éleveurs du village ou du hameau avaient possibilité d'accéder. Finalement, avec le temps, et comme on le disait juste avant, c'est des zones qui se sont beaucoup enfrichées ou qui se sont enforestées avec la déprise agricole et qui aujourd'hui se retrouvent forêts. Sauf que les habitants de ces hameaux ont toujours des droits sur ces sections de communes, et des droits qui se manifestent par exemple par toucher un revenu sur la vente des bois ou avoir un mot à dire sur la gestion qui est conduite. Alors c'est quelque chose qui a tendance à disparaître et que le législateur essaie d'ailleurs de faire disparaître depuis plusieurs décennies, mais ça montre que ces communaux historiques persistent aujourd'hui. Alors je ne rebondis pas tout de suite sur comment les communs peuvent maintenant nous aider à penser la suite, mais peut-être qu'on peut laisser rebondir aussi Christine, tout le monde. Oui, Christine, vous. Oui, alors moi ce que je voudrais dire quand même quelque part sur les surfaces qui sont complètement en protection, c'est des surfaces qui sont fermées en fait quelque part pour justement empêcher des détériorations. Donc ça c'est quand même un point important parce que quelque part aujourd'hui les forêts, en tout cas toutes les forêts publiques et puis quand même une grande partie des forêts privées sont toutes accessibles. Enfin on va se promener en forêt quand même vraiment facilement, donc c'est quand même un point important. Dans le partage, en tout cas de ces surfaces, c'est important d'avoir plusieurs services en fait. Je pense que Thierry a parlé de choses qui sont assez attractives, on a envie d'aller se promener, et quelque part, il y a plein de services différents, il y a cette biodiversité, il y a ce stockage carbone aussi dans le sol, il y a aussi tout ce qui est important pour le cycle de l'eau. En fait, il y a quand même la forêt a un rôle très important, et aujourd'hui, avec le changement de régime de la pluviométrie, on en prend de plus en plus conscience, et il y a vraiment plein d'actions qui sont faites en ce sens-là. Donc il y a quand même tout un ensemble de services. Et quelque part, en particulier dans les forêts des collectivités, hein, c'est des sujets qui sont traités au niveau des conseils municipaux pour justement décider finalement quels sont les services qu'on va choisir à privilégier dans ces forêts-là. Et puis au niveau de la forêt domaniale, on essaye d'avoir cette multifonctionnalité, donc d'organiser cette multifonctionnalité. Donc il faut voir que peut-être
protection de 3000 hectares, c'est un vrai challenge pour le parc national, en fait, en termes d'organisation et de protection. Vas-y. Oui, alors. On finit juste ça et... Oui, vas-y. C'est... Non, non. Alors, d'abord, on va ouvrir vraiment la parole à la scène. On va vous donner un micro parce que les questions sont enregistrées. Donc là, ça l'est. Ouais. Non, simplement, simplement pour les 3000 hectares, parce que je ne parle pas pour vous, mais il y a beaucoup de gens maintenant qui ne savent plus ce que c'est que les hectares, parce qu'on parle en terrain de foot. Hein, les médias, souvent, ils disent il y a tant de terrains de foot, etc. 3000 hectares, c'est quand même... Parce qu'il y a plus de gens qui regardent du foot que de gens qui vont se balader en forêt. C'est-à-dire que les standards ont un peu évolué. 3000 hectares, c'est quand même 3 km sur 10. Hein. C'est 3 km sur 10 km. Voilà. Donc, c'est pas non plus rien du tout. Donc voilà. Et puis alors simplement, ça me fait penser, parce que tout le débat qu'on vient d'avoir, finalement, ça conduit à une réflexion qui est maintenant de plus en plus, qu'on fait de plus en plus. Est-ce qu'il faudrait faire, vu tous les services que nous rend la forêt, que la forêt rend à l'humanité, est-ce qu'il faudrait faire de la forêt un bien commun de l'humanité? Au même titre que, donc c'est une réflexion que se posent un certain nombre de personnes, au même titre que l'air, etc. Sauf que la forêt, si c'est un bien commun de l'humanité, il faut quand même des gens pour la gérer. Donc, c'est pas si simple que ça. Une fois qu'on a dit, ah bah oui, c'est un bien commun de l'humanité, voilà, ça résout pas vraiment les problèmes, mais c'est quelque chose d'intéressant parce que finalement, couper en Amazonie des millions d'hectares ou même couper en France des centaines d'hectares, etc., d'une façon inappropriée, et ben, du coup, avec tout le rôle que ça a au niveau du puits de carbone, etc., ça a des répercussions, on pourrait dire, à la limite planétaire. Donc ça intéresse l'ensemble de la planète. Bon, voilà, c'est simplement une simple réflexion parce qu'on pourrait en discuter des heures et des heures. Et comme ça, après, on fait circuler un micro, mais juste rappeler que toute coupe d'arbre n'est pas forcément une catastrophe, justement. Enfin, on peut, dans certaines conditions, on peut couper. Alors, en tout cas, c'est quand même réglementé en France, donc c'est vraiment limité ce que vous évoquez. Et pour le coup, les coupes sont en fonction de la production de la forêt, donc c'est géré dans le cadre d'un document de gestion durable. Ce que je voudrais dire, c'est que quelque part, on a quand même un système qui, pour l'instant, effectivement, est organisé, en tout cas pour les forêts publiques, avec le financement de l'ensemble des services, aussi parce qu'il y a une valorisation de vente de bois de qualité, et c'est ça qui va permettre d'avoir un système économique qui fonctionne. Et quelque part, je trouve qu'il y a un exercice qui vient de sortir, qui est très intéressant, qui a été réalisé par le WWF, et qui s'est vraiment intéressé sur l'évolution de la forêt dans un contexte à 2100, par rapport à l'évolution de la société et aussi l'évolution du changement climatique et de tous les enjeux auxquels la forêt va répondre. Et donc, ils ont mis en fait un peu en utopie à long terme ce qu'on pouvait imaginer pour cette forêt. Et en fait, il y a plusieurs scénarios qui sont évoqués, mais les scénarios qui sont évoqués, c'est vraiment comment on arrive à gérer l'ensemble de ces services et à trouver un modèle qui permette de le réaliser. C'est-à-dire, est-ce que la société, à un moment, se dit c'est effectivement un bien commun et on met une partie des impôts à le gérer et à le financer parce que c'est un coût, ou alors est-ce que ça devient quelque chose qui doit s'équilibrer juste avec un système de bois, et ça c'est beaucoup plus compliqué avec le changement climatique aujourd'hui, et en plus ça demande une vraie, on va dire un vrai investissement aujourd'hui pour préparer les forêts à ce changement climatique. On a alors, Thierry, tu es dans le sud, et quelque part, Jonathan, tu es plutôt dans l'est, et quelque part, il faut que Jonathan s'habitue à avoir des forêts qui bientôt ressembleront plutôt aux forêts du sud. C'est quelque chose de violent, en fait, en termes d'impact sur la forêt, ce changement climatique. Et comment on va le faire? Il va falloir aider cette forêt. Le problème, c'est à quoi vont ressembler les forêts du sud, parce que si celles de l'est ressemblent à... Oui. Oui, ça c'est un vaste débat, mais on a un forestier du sud sur la table ronde suivante. En tout cas, on a des arbres dans le sud
qui sont des bons candidats pour ce qu'on appelle la migration assistée, c'est-à-dire faire venir des arbres qui normalement, parce que les arbres ils vont migrer, les arbres, même si un arbre ça bouge pas, des arbres peuvent migrer au fil des générations et au fil des siècles. Le problème c'est qu'ils ont toujours fait ça, mais le changement climatique est tellement rapide que les arbres ils n'ont pas la capacité de suivre. Alors on peut donner un petit coup de pouce, c'est-à-dire par exemple, eh bien, il y a une très belle chose qui a été faite par l'ONF, c'est au nord de Marseille, il y a une magnifique forêt de hêtres, qui est la forêt de la Seine-Baume. Le hêtre, ce n'est pas du tout une espèce méditerranéenne parce que ça a des grandes feuilles avec une surface d'évaporation très importante, donc il lui faut de l'eau, il lui faut des brouillards, etc. Mais là, on a en plein milieu méditerranéen, pour des différentes raisons, une forêt de hêtre qui est absolument magnifique, avec très certainement un hêtre qui est bien adapté à la sécheresse. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des plants de ce hêtre donc, de la Seine-Baume, et on les a emmenés en forêt de Verdun. En se disant, ben voilà, peut-être, c'est ce qu'on appelle faire de la migration assistée, eh bien, en se disant, peut-être dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça sera ces hêtres. Alors c'est la même espèce, hein, on ne met pas une nouvelle espèce, on ne va pas aller chercher des séquoias en Californie pour les mettre en forêt dans la forêt des Vosges. C'est la même espèce, mais c'est, si vous voulez, des variantes génétiques un peu différentes qui vont permettre peut-être de s'adapter. Et donc on a plein de ressources. On a du chêne blanc, par exemple, le chêne pubescent, on a le chêne vert, etc., qu'on peut amener un peu plus au nord. Non, on est bien dans le sud. 2 micros, levez la main si vous avez des questions. Et qui se lance pour la première, savez pas. Ah, merci madame. Bonsoir et merci. Vous venez de commencer à évoquer quelques éléments pour répondre à la question, en effet, qui me semblait ouverte pour le moment. Comment aider et préparer la forêt à faire face au changement climatique? Donc, vous venez de parler d'une migration assistée. Quels sont les autres moyens? Alors, il y a plein de solutions, mais il y a des solutions qui paraissent assez évidentes à l'heure actuelle. D'une part, c'est d'essayer de diversifier au maximum les forêts, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir simplement une essence d'arbres, etc., et d'avoir un mélange d'espèces. Et là, il y a plein d'études scientifiques qui permettent de montrer que quand on a un mélange d'espèces, on a une forêt qui est beaucoup plus résiliente, c'est-à-dire qui va pouvoir s'adapter beaucoup plus à ce changement climatique. Alors, ce n'est pas facile à faire, ce n'est pas toujours possible non plus, mais c'est une piste qui est largement élaborée. Il y en a une autre, c'est de se dire, alors là elle est plus controversée, mais ça peut marcher, ça marche déjà un peu, c'est éclaircir le peuplement. Parce que le problème du changement climatique, c'est qu'il va faire plus chaud, mais surtout on va manquer d'eau. Donc si dans une forêt qui a 1000 pieds par hectare, vous en retirez donc un tiers, etc., vous aurez moins d'arbres. Mais donc, attendez, vous aurez moins d'arbres, et donc peut-être que les arbres qui resteront pourront mieux s'adapter. Mais ça peut avoir d'autres inconvénients. Tout ça pour vous dire que finalement, il n'y a pas une solution miracle pour s'adapter. C'est un cocktail de solutions, etc. Un peu de migration assistée, un petit peu ce qu'on appelle de livre-évolution pour laisser les forêts évoluer elles-mêmes, de ce qu'on appelle aussi la régénération naturelle, c'est un petit peu d'éclaircie, beaucoup de diversification, et avec ce cocktail de... L'ONF connaît ça très bien. Oui, je veux bien continuer, poursuivre sur cette question, parce que effectivement, la stratégie en fait, qui est mise en place au niveau de la gestion des forêts publiques, c'est cette diversification un peu à toutes les échelles. Alors évidemment, à l'échelle du peuplement, c'est-à-dire que c'est vraiment le principe de ne pas avoir tous ces œufs dans le même panier, et puis d'avoir des compléments dans les essences qui sont les essences principales de nos peuplements. On a toujours des essences d'accompagnement, mais dans les essences prépondérantes. Et puis après, à l'échelle de la forêt, alors il y a un magnifique là-bas poster où vous verrez la forêt mosaïque. C'est vraiment le concept qu'on a essayé de mettre en œuvre pour faire des patchs avec des forêts très diversifiées. C'est-à-dire qu'on a des îlots de sénescence, des îlots de vieillissement pour des aspects de biodiversité. Et puis de l'autre côté, on a des îlots, ce qu'on appelle des îlots d'avenir, où on va tester des essences du Sud, des essences qui vont avoir potentiellement une meilleure résistance. Donc on va faire tout un panel. Et dans ce panel, on essaye d'avoir toutes les solutions intermédiaires, de sylviculture variée aussi.
Donc c'est vraiment important de diversifier, et on est aussi en prise quand même assez directe avec les résultats de la recherche, pour au fur et à mesure où ils nous donnent des éléments, on essaye de les mettre en œuvre. On a des travaux très intéressants, par exemple, autour de la régénération naturelle, sur la façon de pratiquer les sylvicultures avant, pour essayer de garder le maximum de diversité génétique. Pour avoir un peu l'ensemble de la richesse génétique du peuplement initial, de la retrouver dans la génération d'après. Quand on travaille justement avec la régénération naturelle, ces mêmes chercheurs nous disent, il va falloir que vous accélériez le rythme de la forêt. Par exemple, le chêne, c'est 180 ans. Et bien, si vous voulez vraiment profiter de l'adaptation naturelle par la régénération naturelle, il va falloir que vous accélériez cette régénération, il va falloir que vous passiez à des cycles beaucoup plus courts. Alors avec la baisse de la croissance, c'est quand même un vrai challenge. Donc c'est tout un système repensé dans nos itinéraires, dans nos différentes solutions, et on essaie de le faire à cette échelle de la forêt. On va vous tendre un micro là. Thomas, est-ce que tu peux, au premier rang, il y a 2 questions côte à côte. Bonjour, je ne sais pas si c'est une question, en tout cas je ne suis pas venue pour confronter d'une façon spécialement polémique, mais vraiment je voudrais un peu discuter ou débattre les faits que ça fait 10 ans que je vais en forêt de Fontainebleau, c'est une forêt domaniale, donc je vais systématiquement toutes les semaines depuis 10 ans. Je vois qu'il y a une certaine contradiction dans les faits. Que vous dites que c'est un puits de carbone, qu'il y a un dépérissement, etc., et une perte. Et à la fois, les coupes se sont multipliées et démultipliées partout, au point de défigurer la forêt partout. Je le constate parce que je vais toutes les semaines. Donc là, c'est quelque chose qui m'inquiète parce que forcément, ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'on essaye de faire. Et j'ai eu l'information comme quoi l'ONF a eu une coupure de budget de 8 milliards d'euros, disons... 8 milliards. Peu importe. J'ai une source de la mairie de Paris quand même. Donc oui. Là, je suis à la mairie de Paris. Mais peu importe, si c'est pas 8 milliards, j'exagère, et la personne a exagéré, peu importe, mais il y a une coupure de budget. Donc peut-être que la politique choisit de couper plus. Je dis qu'il y a une accélération remarquable depuis plusieurs années. Même on a coupé autour du Mar, la Mare aux CV qui se trouve entre Mélan et Bois-le-Roi. C'est une zone humide, même un écolier peut savoir que les zones humides, c'est des réserves de biodiversité très importantes. Donc c'est ça que je trouve un peu angoissant. Les faits que dans les faits, il n'y a pas de correspondance avec ce qu'on est en train de dire. Je suis désolée, c'est empirique, c'est voilà. Alors, juste pour mémoire, parce que aussi un écolier peut faire une recherche Google, le budget de l'ONF, il est public, donc il est de 900 millions d'euros donc, en 2024. Donc si vous avez été amputé de 8 milliards, ça veut dire que sur les 10 années à venir, vous n'existez plus. Désolée, je suis étrangère, mais je suis enseignante à l'université. Pour me discréditer ce que je dis, non, c'est pas pour vous discréditer, madame. C'est intéressant plutôt c'est juste pour dire que les ordres de grandeur, ça a une importance. Que vous comprenez que quand vous dites 8 milliards, tout d'un coup, ça interpelle l'assistance, alors que la coupe a été de quel ordre, tu peux nous dire, Antoine, s'il y a une coupe budgétaire? Vous êtes bien incapable de ça. Bon. Et récemment, nous n'avons pas eu de coupe budgétaire, bien au contraire. Non, au contraire, en fait. Récemment, on est plutôt financé pour des missions d'intérêt général. Alors, à la fois la défense contre les incendies, à la fois les aspects de biodiversité, la restauration des terrains de montagne. Donc, au contraire, on va plutôt dire qu'on est, on va dire, par rapport à la baisse, au contraire de récolte de bois, enfin de rémunération sur le bois, on est plutôt en appui sur les autres services que rend l'ONF en termes de multifonctionnalité de la forêt. Donc c'est plutôt à l'encontre de ce que vous dites. Et quelque part, moi ce que j'entends dans ce que vous dites, madame, j'ai l'impression que c'est effectivement une cristallisation autour de la coupe d'un arbre. Mais en fait, l'évolution de la récolte, elle n'a pas été... Enfin, on a des documents de gestion durable depuis des années. Vous avez peut-être vu des zones où vous aviez longtemps marché et vous voyez mais régulièrement le cycle fait qu'on va couper des arbres et on l'a toujours fait.
Et on n'a pas évolué, là-dessus. On a des documents anciens et on fait une gestion qui est régulièrement observée. Donc c'est un ressenti, mais qui n'est pas vérifié dans les documents. Non, mais je vois que vous ne serez pas d'accord. À la fin de cette table ronde, si vous voulez, vous pourrez avoir une discussion en direct avec les intervenants, mais je veux bien qu'on fasse circuler la parole s'il y a d'autres questions. Moi, je veux frustrer personne. Il y en a une là? Non, ça va. Allez-y. Est-ce que je peux juste rebondir sur la question de Madame qui est intéressante? Alors moi je me mets hors du débat, mais c'est intéressant parce que vous dites la forêt de Fontainebleau. Et depuis, pas toujours, mais historiquement, la forêt de Fontainebleau s'est démarquée par justement ces questions de lien entre les forestiers et le public. Et d'ailleurs, le premier des parcs nationaux français, à l'époque où on en parlait, il n'a pas été créé finalement, il était prévu de le faire en forêt de Fontainebleau. Il y a déjà eu des tensions qui se sont cristallisées et qui ont donné lieu à des tensions. Alors la plus connue, c'est celle de l'époque des peintres de Barbizon avec les séries artistiques, etc. Ce qui montre bien que c'était historiquement une forêt qui était déjà reconnue pour ses qualités esthétiques, qui était aussi très fréquentée parce que proche de Paris, et qui, depuis longtemps, a mis sur la table la question du dialogue entre forestiers et usagers de la forêt ou société. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça se poursuit et que Fontainebleau reste un peu l'épicentre de tout ça. Donc ça ne répond pas à la question, mais je trouve ça intéressant de mettre en parallèle avec l'histoire de cette forêt. Dans la zone de Barbizon, justement, c'était très ouvert au moment des peintres et ça s'est refermé. Et justement, il y a des travaux en liaison avec des associations autour de cette forêt, justement pour réouvrir le paysage et revenir à cette impression qu'il y avait au moment des peintres. Et c'est beaucoup moins ouvert encore maintenant, malgré ces travaux. Monsieur, vous avez été victime d'un cas très rare de woman interrupting, donc ça c'est hyper rare, c'est hyper rare. Je suis désolée, Vincent. Du coup, en fait, je voulais parler de l'adaptation en fait de la forêt aux décennies à venir. Et en fait, je voulais justement revenir sur le cas des crises sanitaires qu'on a vues en fait, ces dernières années, la crise des scolytes notamment qui était emblématique. Et en fait, le bûcheron, enfin le propriétaire forestier, en fait, légitimement, quand il y a une crise de scolyte, il va vouloir couper son stock pour en fait sauver ce qui peut être sauvé et vendre en fait son bois avant qu'il soit du coup malade. Mais en fait, comment du coup arbitrer en fait avec le besoin de trouver des arbres qui soient résistants en fait à ces risques sanitaires et sauver en fait du coup les intérêts du propriétaire terrien, parce que en coupant du coup tous ces arbres, on se prive en fait d'individus qui sont résistants à l'avenir et qui pourront adapter en fait la forêt aux changements à venir. Oui, alors c'est bon. Vous évoquez le cas des dégâts considérables liés aux scolytes dans les forêts d'Épicéa des Vosges. Et bien justement, ça rejoint un petit peu notre discussion précédente, parce que pourquoi il y a eu de tels dégâts? D'une part, et là, parce on a planté, mais on ne savait pas à l'époque, puis il n'y avait pas le changement climatique, on a très certainement planté de l'épicéa trop bas en altitude dans des conditions, du coup, avec la sécheresse qui augmente, où il n'était pas exactement à sa place. Et deuxièmement, et ça rejoint l'idée de diversification, on a planté des peuplements monospécifiques d'épicéa, et donc évidemment quand vous n'avez qu'une seule espèce, le scolyte, s'il trouve les bonnes conditions, il avance, etc. Donc maintenant, il faut passer à autre chose dans ces choses-là, mais évidemment ça fait... Et là, on est obligé, voilà, parce qu'on n'a pas encore évoqué, parce que ça va être sans ça, on va être là jusqu'à 9h du soir, on n'a pas encore évoqué les coupes à blanc, etc. Mais dans certains cas, on est obligé de faire des coupes sanitaires qui permettent, et puis après, réfléchir à ce qu'on va mettre ensuite. Voilà. Donc là... Je sais pas, ça répond peut-être. Moi, je voudrais juste moduler quelque part, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on constate, c'est que le scolyte, il profite en fait de l'affaiblissement de l'épicéa. Donc c'est pour ça qu'on le voit autant se répandre. C'était un insecte qu'on avait déjà depuis tout temps. Enfin, et il y avait des phases, et puis après, il y avait des baisses. Enfin, mais là, il a vraiment pris une ampleur énorme parce que les arbres étaient très affaiblis. Et c'est effectivement, ça a démarré assez bas en altitude, parce que c'est là que les sécheresses se sont fait sentir principalement. Mais aujourd'hui, la futaie jardinée du Haut-Jura, où j'ai beaucoup travaillé, c'est dramatique, c'est déprimant. Les épicéas sont autant attaqués dans cette futaie, très mélangée, et très mélangée aussi bien en essence qu'en structure. Donc c'est un phénomène qui va bien au-delà de cet historique. Et
le deuxième point, c'est que quelque part, la réponse de la forêt mosaïque est aussi pour répondre à ce point-là. C'est-à-dire que ça permet de garder des patchs qu'on va renouveler, donc ça va permettre d'avoir garder quelques individus qui peut-être auraient une résistance, mais bon, il n'y en a quand même pas beaucoup par rapport aux scolytes. Et puis par contre, faire différentes solutions, parce qu'on ne peut pas imaginer avoir une seule solution, parce que c'est sûr que dans un contexte d'incertitude pareil, on est sûr qu'on va dans le mur. Et c'est très important par rapport au risque d'incendie qui va gagner beaucoup plus vers le nord. Avec le changement climatique, les incendies, les feux de forêt, ça va être plus nombreux, plus intenses, plus vers le nord et plus étalés sur toute l'année. Voilà ce qui nous attend. On avait réussi à préserver une forme d'optimisme là. Donc Vous pouvez lire Joël Zask avec un livre qui s'appelle Méga-feu, qui effectivement revient là-dessus et dit que la dernière spécificité des grands feux qu'on a eu, c'est qu'ils faisaient la taille du Portugal et que si rien ne change, un jour il y en a un qui fera quasiment la taille de l'ancienne Union soviétique. Donc... Mais on peut s'adapter. Ah oui. Oui. Alors il est 19h, mais on peut encore prendre une ou deux questions. Oui, allez-y. Bonsoir, merci beaucoup pour les interventions. J'avais une question parce que tout à l'heure on a dit qu'il y avait 75% des forêts qui étaient privées. Et du coup, comment vous gérez avec les gestionnaires privés? Est-ce qu'il y a une sorte de rôle de plaidoyer pour une gestion durable? Merci. Il paraît qu'en plus, parce qu'on a vu la question l'an dernier, la plupart des propriétaires ne savent pas exactement quelle est l'ampleur des forêts qu'ils possèdent. Oui, ben c'est je crois que c'est à peu près 3 millions de propriétaires forestiers en France, hein, donc avec souvent des petites parcelles, etc. Oui, moins de... Ouais. Et alors après, il y a quand même aussi, on va dire, l'équivalent de l'ONF, qui est le CNPF, Centre national de la propriété forestière, où il y a aussi... les propriétaires forestiers peuvent avoir des conseils. Et puis, vous connaissez tous le PSG. Eh bien, il y a aussi le PSG pour les forêts, des plans simples de gestion. Voilà, on ne va pas rentrer dans des choses trop techniques. C'est-à-dire que toutes les forêts privées qui ont plus de 20 hectares doivent avoir un plan simple de gestion, mais de toute façon, les autres forêts doivent aussi avoir des documents quand même de suivi de leur coupe. Il y a un règlement, enfin le code forestier les oblige à faire des interventions dans leur forêt dans un cadre quand même réglementaire. Et à quel point ça peut changer, parce que pour prolonger la question, comme on vit quand même un moment politiquement un peu dystopique pour les questions écologiques, l'an dernier il y avait un documentaire sur un géant suédois de l'ameublement peu cher, qui s'appelait Le Seigneur des forêts SAIG, où on voyait effectivement qu'un grand nombre de propriétaires privés suédois avaient déforesté à l'an pour faire justement le partenariat avec la multinationale. Est-ce que ça pourrait nous arriver chez nous, ou est-ce qu'on est protégé en l'état? C'est pas à moi de répondre, hein, parce que nous, forêts publiques, on n'a pas à se mêler de ça. Mais pour le coup, c'est de la propriété privée. Donc, ce qui peut être imaginé. Alors, pour le coup, je vous renvoie vers cette utopie écrite par WWF avec 3 différents chemins. Et quelque part, à un moment, il y a un des scénarios où il y a des achats de forêts privées. Qui permettent à des gros acteurs de regrouper des forêts et de faire des... Donc c'est ce que vous dites, mais là c'est de la propriété, donc voilà. Nous on s'occupe de gestion, quelque part le CNPF que tu cites Thierry, c'est intéressant, c'est juste un rôle de conseil, ils sont beaucoup moins nombreux que nous et c'est quand même pas du tout comparable en fait. Alors on me fait ce signe-là qui signifie... Allez, vous aurez la dernière. Menée par l'ONF dans le cadre de la prévention des feux? Alors en fait, ce qui s'est passé à partir de l'année 2022, il y a eu, on avait toujours de très longue date eu une mission de protection contre les incendies au niveau de la zone méditerranéenne. Et en particulier dans tout le suivi du débroussaillement, enfin tout ce qui est en fait risqué pour les habitations et les villes en fait. Voilà. Donc il y avait eu tout un travail qui avait vraiment été mis en place et une très forte expertise dans cette zone méditerranéenne. Et à partir de l'année 2022, où on a vu apparaître des feux jusqu'en Bretagne, hein. On a eu des feux dans le Grand Est, on a eu des feux en Bretagne. C'est exactement ce que citait Jonathan tout de suite. Là. Et c'était vraiment très angoissant.
Et donc, en fait, cette mission a été élargie à tout le contexte français. Et donc, il y a une formation qui est réalisée et une distribution, finalement, de responsabilités, justement, de préparation à la défense contre les incendies dans tout le territoire français, par l'Office national des forêts, mais pas uniquement sur les forêts publiques. Hein. Il travaille aussi sur les forêts privées en termes de suivi du débroussaillement pour éviter que les feux puissent arriver jusqu'à des habitations, et en termes aussi de points d'accès, de réserves d'eau, etc., et de formation, et de connexion très forte avec les SDIS en termes de réactivité pour pouvoir être efficace au moment d'incendies qui se mettraient en route. On en aura de toute façon. En fait, on le voit au Canada et on le voit dans tous les autres pays. Alors, on va remercier les intervenants. Si vous voulez les interpeller directement, on va avoir 20 minutes avant la prochaine table ronde, mais il faut qu'on change un peu la config de la salle. Mais merci beaucoup à tous les trois. Si vous voulez bien, tous les trois, justement, aller répondre aux différentes questions qu'on n'a pas pu traiter. Et donc, on va revenir ici dans 20 minutes avec la table ronde sur l'engagement pour le climat et la forêt.